Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Un invité très spécial, bureaulogue de son état, plume avertie et alerte, œuvrant au Figaro, spécialiste des relations au travail et du bureau, voici le journaliste Quentin Périnel. Bonjour Quentin. Bonjour Anne-Sandrine. Vous avez fait du travail, du monde du travail, du bureau, votre terrain d'écriture, avec notamment votre chronique Le Bureaulogue, publiée au Figaro. Pourquoi avez-vous fait du travail votre terrain d'écriture ? C'est quelque chose qui était assez naturel en fait, parce que j'ai un parcours, donc des lettres modernes et puis une école de management des médias. Donc en fait, j'hésitais un petit peu entre... j'ai toujours aimé écrire, le journalisme, etc. Mais j'hésitais un peu entre le monde de l'entreprise et les médias. Finalement, je parle du monde de l'entreprise dans les médias, ce qui est finalement une passerelle assez facile, vous allez me dire. Mais en fait, moi, je trouve qu'on passe beaucoup de temps au travail. On passe beaucoup de temps au travail, et on fait tous des choix, des carrières, On passe beaucoup de temps à dormir et à travailler. Exactement, oui. Et de fait, il y a des tas de choses à raconter sur ce qui se passe quand on est au travail, parce qu'on est tous différents, on a des traits de personnalité différents, les relations humaines dans le contexte du travail, c'est des choses moi qui me passionnent, et c'est ça le bureaulogue, c'est être observateur de la vie d'entreprise, de sa propre entreprise, évidemment, parce que c'est ça qui nous nourrit tous les jours, mais aussi de celle de nos amis, de notre famille, et c'est une inspiration sans fin, le monde du travail. Qu'est-ce qui vous guide dans le choix de vos sujets ? Alors ça dépend, parce que le bureaulogue, au début, j'essayais d'étrier les tics de langage dont on est tous, ça nous concerne absolument tous. Ensuite, c'était les profils, un peu les caractères de la bruyère, mais façon corporate. Et puis maintenant, j'essaie de résoudre des questions existentielles pour le plus grand nombre possible d'actifs. Ça peut être, j'ai envie de me demander une augmentation à mon patron. Comment je peux mettre toutes les chances de mon côté pour avoir une augmentation ? Ça peut être, mon chef est un tyran. Comment est-ce que j'arrive à reprendre le dessus, etc. J'essaie d'isoler des situations, les situations les plus fréquentes possibles pour le plus grand nombre d'actifs possible, en fait. Résoudre le problème. Le bureaulogue, aujourd'hui, résout les problèmes des actifs. Oui, les vicissitudes de la vie de bureau vous passionnent visiblement. Est-ce qu'elles vous amusent ou est-ce qu'elles vous attristent ? Ça dépend. Pour être positif, je vais dire qu'elle m'amuse le plus souvent, parce qu'en fait, même les choses tristes, disons que même les choses tristes, dans une certaine mesure, peuvent devenir amusantes. Parce que voilà, les syndromes des petits chefs, les bruits de couloir, les ragots, les faux culs, enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont tristes, mais qui sont amusantes quand ça reste pas dramatique, parce que parfois, évidemment, on le sait, le monde du travail, c'est aussi le théâtre de trucs horribles. Oui. On va pas rentrer dans... On va peut-être pas en faire la liste aujourd'hui. Non, exactement, mais disons que les petites choses tristes peuvent devenir très, très rigolotes. Surtout quand on fait ce métier et quand, comme moi, on est un observateur de cette vie de bureau qui vraiment... C'est un théâtre, quoi. C'est à mourir de rire. Oui. Vous dites que vous êtes observateur, vous avez aussi un certain état d'esprit. J'ai un état d'esprit, oui. J'essaie d'avoir mon ton, j'essaie d'être sincère, d'avoir ma plume et de parler, de parler librement de cet univers du travail dans lequel on est tous un petit peu tous les jours, quoi. Donc j'essaie de parler aux gens le plus naturellement, le plus spontanément et le plus positivement possible aussi, parce qu'on a besoin de choses positives. Quand on lit certains titres de vos articles récents d'ailleurs, on voit bien que vous aimez titiller, vous aimez poser des questions, vous aimez avoir un certain sourire. Je pense par exemple à un iPhone dans le coma. Qui aurait pu écrire un titre pareil sauf vous ? Je sais pas, non, je pense... Un iPhone dans le coma, moi j'ai un peu piqué ce truc-là. C'était un recueil de nouvelles, je crois, de Bec BD, c'était Vacances dans le coma, quelque chose comme ça. Et ouais, non, un iPhone dans le coma, ça m'a fait marrer, parce que tout est vrai dans la chronique. D'ailleurs, c'est au cours d'un déjeuner pro, quelqu'un me dit, mon iPhone a fait des siennes et était totalement, ne voulait plus se réveiller. Et donc, il s'est réveillé comme ça, au bout de 48 heures. Et en fait, ce qui est amusant, c'est qu'on confie nos vies à ces petits trucs électroniques qui peuvent, du jour au lendemain, comme ça, qui sont quasiment humains, finalement. Et c'était, ça fait partie des sujets. Ça, c'était une chronique pour le Figaro Entrepreneur, pour lequel j'écris une chronique tous les mois. Et puis, quand vous parlez aussi du bureau, parce que vous aimez parler aussi du bureau, le lieu où se passe le travail. Et alors là, vous avez un spectre d'écriture assez large et très intéressant.
Bah oui, parce que le bureau, c'est un peu de l'immobilier, hein, l'immobilier de bureau. Comme là, en ce moment, il y a des grandes mutations qui évoluent. On veut monter plus vraiment. Toutes les entreprises se disent comment diable est-ce que je vais pouvoir faire revenir mes collaborateurs au bureau. Voilà, Ils n'ont pas l'air de vouloir y revenir d'ailleurs. Ils n'ont pas l'air de vouloir y revenir. Et surtout, maintenant, il faut des raisons, des vraies raisons pour y revenir. On voit bien que les rangs de l'open space se sont clairsemés et que quand on a une jolie maison avec une terrasse et des sièges confortables, ok, peut-être que le siège du bureau est plus confortable que celui de notre bureau, mais c'est pas un détail suffisant pour y revenir. Donc il y a des tas de transformations qui sont en train de se faire, notamment sur l'organisation d'événements au bureau. Enfin, demain, potentiellement, j'aime pas trop faire de prospective parce que généralement c'est faux, mais disons, mon sentiment à moi, c'est qu'au bureau, il doit y avoir de la rencontre, des événements, des cocktails, du partage, de l'art, des tas de choses qui rompent la monotonie de cette espèce de ligne d'ordinateur sans charme, il faut rompre la monotonie de la vie de bureau et c'est ça qui va donner envie aux gens de venir. On parlera de l'art tout à l'heure. J'aimerais qu'on parle aussi de votre intérêt pour les effets de génération. L'un de vos derniers articles, c'est les secrets pour rester attractif dans un monde du travail impitoyable. Oui, parce que ça donne le vertige quand on sait que... et c'est une spécificité française de diaboliser vraiment l'âge. C'est-à-dire que l'âge associé au monde du travail fait peur. C'est-à-dire que dès 40 ans, on devrait commencer à se dire, oh là, ça commence à sentir le roussi. Alors qu'il faut être honnête, à 40 ans, on n'est pas un vieillard au soir de sa vie, et on peut encore bosser de nombreuses années, et surtout être utile. Peut-être même qu'on commence à être utile à cet âge-là. Parce qu'on a, on a terminé sa formation, à 40 ans, à 45 ans, on a eu une expérience, on a du recul, on connaît ses défauts, ses qualités, et puis on a normalement une maturité qui permet justement des jeunes générations de les inspirer, parce que c'est super important quand on est jeune, d'aller au bureau quand on est jeune, ça passe aussi par ça, d'avoir un mentor, d'avoir quelqu'un qui donne envie, qu'on se bouge pour lui, quelqu'un qu'on admire quelque part. Et quand on n'a pas ça, faut aller au bureau, c'est un peu emmerdant, quoi. Donc ouais, les générations, je trouve ça super, évidemment, c'est super intéressant. D'ailleurs, tout l'objectif du papier que vous avez cité, c'était d'essayer encore une fois de briser un tabou et de dédramatiser tous ces gens qui, sentant qu'ils deviennent seniors au regard de la société, mais qui eux ne se sentent pas du tout seniors, les rassurer, leur dire voilà, vous n'êtes pas, tout va bien se passer finalement. J'ai beaucoup aimé quand vous avez dit on a besoin d'avoir quelqu'un qu'on admire. Souvent on place le monde du travail comme un monde impitoyable où les gens vont être en opposition, en concurrence. Non, vous parlez d'admiration, ça fait du bien. Je pense que c'est essentiel au travail, au bureau, avoir quelqu'un qu'on admire, qu'on respecte, qui nous inspire, à qui on veut ressembler même peut-être. Oui. Moi je trouve ça absolument essentiel parce que s'il y a que des individus qui portent le même costume, qui récitent les mêmes éléments de langage et qui n'ont pas qui semblent ne pas avoir de personnalité, évidemment, c'est embêtant. Il faut de la personnalité, il faut de l'honnêteté et que ça pétille un peu, quoi. On sent vraiment chez vous le désir de penser le travail de façon positive, de remettre ça dans l'esprit des gens. J'essaie. J'espère que ça marche parce que c'est essentiel. On l'a vu parce que on a quand même passé 2 années un peu compliquées. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis le positif, quand on lisait les journaux, quand on lisait la presse, quand on regardait les chaînes d'infos en continu, le décompte des cas de Covid tous les jours, des 15-20 articles d'affilée sur des trucs franchement pas qui mettent pas très en joie, quoi, mais c'est comme ça, c'est l'actualité. Maintenant la guerre, ça commence à faire beaucoup, donc oui, remettre du positif, je pense que tout le monde en a besoin, et puis je suis pas le seul, hein, j'ai l'impression que vous aussi, vous avez l'air d'être... Oui, d'autres journalistes, par exemple, ont décidé de n'apporter que des bonnes nouvelles. Bon, évidemment, à certains moments de la programmation, mais que des bonnes nouvelles. C'est finalement une façon moderne et sympa de faire du journalisme aussi. Oui, totalement. Dernière question. J'ai remarqué sur vos réseaux votre intérêt pour l'art et la culture. D'après vous, est-ce que l'art et la culture tiennent une place suffisante dans le monde du travail actuel ? Non.
Non. Ça fait du bien d'entendre ouais, un nom bah, aussi. non, mais c'est évident. D'ailleurs, il y a des startups qui commencent à. Alors, malheureusement, je ne l'ai plus en tête. J'ai interviewé il y a pas longtemps une startup qui, justement, dont l'intérêt principal, c'est de mettre de l'art dans les entreprises, parce qu'en fait, c'est la même chose. La culture. Enfin, moi, j'ai la chance de travailler dans une belle rédaction, Le Figaro, où il y a des gens, où il y a plein de livres et des tas de gens cultivés et où on s'intéresse de façon naturelle. Enfin, être journaliste, c'est avant tout être curieux. Donc, moi, je n'ai pas là-dessus de frustration. Enfin, moi, je suis au milieu de ça et c'est super intéressant et tant mieux. Mais je pense aussi d'ailleurs que quand on a des collègues cultivés qui s'intéressent au cinéma, qui s'intéressent à l'art, qui écoutent des podcasts, qui vont au musée, etc., bah, tout de suite, ça rend beaucoup plus attractif l'idée d'aller au bureau. Vous voyez ? Et donc rien que pour ça, bah, c'est intéressant. Après, l'art dans le sens physique du terme, des œuvres d'art au bureau, des peintures, des dessins, des expositions, pourquoi pas au bureau thématique chaque mois. Mais ce serait absolument merveilleux en fait. Enfin, des concerts. Bah, pourquoi pas, bah, voilà une bonne raison de venir au bureau, même si évidemment là je vais faire un peu vieux con, mais c'est vrai, au bureau on y vient quand même pour travailler. Oui. Voilà, mais pas que, c'est comme ça. On y vient pour travailler, mais pourquoi pas aussi y venir parce qu'il y a un sens. Oui. Et le sens est donné par l'art, par la culture, par tout ça. Bien sûr, oui, bien sûr. Avoir des bibliothèques, enfin, moi, encore une fois, j'ai plein de livres évidemment là où je travaille, mais une autre entreprise, ça serait sympa d'avoir chacun amène des lectures qui l'ont galvanisé ces derniers mois, et puis on partage un peu comme ce qu'a lancé Eric Orsena, l'espèce de bibliothèque en ville, dans des communes où chacun met des bouquins comme ça, offre des livres qu'il a déjà lus, et puis on se sert, et puis voilà, c'est ça la beauté aussi de la culture et du partage. Et puis ça apaise. Absolument. Le Burologue existe au Figaro depuis 2017, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ouais, C'était le Burologue, c'est un concept marrant. Bah, c'était avec Étienne de Montetti, qui est directeur du Figaro littéraire, qu'on avait un peu brainstormé pour essayer de trouver une appellation un peu marrante et qui fasse mouche pour ces sujets de burologie. Puis on avait pensé, Burologue, ça sonne vachement bien finalement. Et cette chronique a déjà beaucoup évolué. Est-ce que vous avez des idées de ce que sera le Burologue l'année prochaine, les années suivantes ? Le Burologue est ce qu'il est dans sa forme actuelle depuis assez peu de temps, depuis quelques mois seulement, donc il va le rester encore, je pense, pendant quelques temps, mais c'est vrai que et puis le Burologue peut aussi faire autre chose à côté, enfin, il peut se dupliquer, il peut faire des tas de trucs, on verra. Tiens, et qu'est-ce qu'il fait Quentin Périnel à côté du Burologue alors ? À côté du Burologue, il anime le Talk Décideur du Figaro, qui est une émission j'ai trois personnalités de l'économie que j'interviewe chaque semaine en visio, parce qu'en fait au début j'étais obligé. En mars 2020, confinement oblige, beaucoup s'arrêtent de travailler, donc les plateaux télé ferment pendant quelques temps. Et moi je me dis mais les personnalités de l'écho, ils sont comme moi, ils sont chez eux et ils s'emmerdent profondément. C'est peut-être le moment. C'est peut-être le moment, et donc j'avais demandé à ma direction, et pourquoi on ferait pas l'émission en visio. Et puis ça s'est passé comme ça, et du coup le Talk Décideur a continué pendant le confinement, et puis les gens évidemment étaient ravis de pouvoir discuter. Et puis finalement j'ai continué tant que la crise sanitaire n'était pas finie, j'ai préféré rester en visio, parce que c'est moderne, on sait ce que c'est, la visio, c'est moderne, c'est pratique, parce que pas besoin de se déplacer, et on peut interviewer des gens qui sont à Londres, aux États-Unis ou en province. Ça, c'est le grand point positif. Ça, c'est le grand point positif. Le grand point négatif, c'est qu'on entend moins bien, que parfois ça saccade. Ça résume bien un truc, c'est que la technologie, c'est pratique, mais c'est pas remplace pas l'humain, exactement. Ça remplace pas le micro, le sourire. Tout à fait. Et le grand plaisir de vous avoir rencontré aujourd'hui, Quentin. Merci beaucoup Anne-Sandrine, c'était très sympa. Merci Quentin.